Je m'appelle Karina, j'ai 30 ans et le 30 juillet, ma vie s'est arrêtée. Mon compagnon, avec qui j'ai vécu 12 ans, a jeté du 10e étage mon chien, mon enfant, puis s'est jeté lui-même. Il s'appelait Roma, il avait 34 ans, et notre fille Lagerta, ma petite viking, avait 8 mois. Je réalise maintenant que c'était une relation abusive. En 12 ans, il y a eu de nombreuses séparations et réconciliations. Je lui pardonnais toujours. Un jour, il était gentil, le lendemain, il m'insultait, je m'étais habituée. Il alternait « je t'aime » et « insulte », c'était une pression constante. Mes amis n'osaient pas venir et nous vivions ensemble sans être mariés dans un appartement en location. Un mois avant, nous nous sommes séparés pour de bon. J'ai compris que j'élèverais mieux ma fille seule, qu'elle avait besoin d'un exemple de vie normale. Les petits pieds, les petits pieds, les petits pieds, montre tes petits pieds. On nous a offert des chaussettes. Il m'a proposé de passer du temps avec l'enfant, un jour avec lui, un jour avec moi. J'ai préparé leur promenade, j'ai préparé à manger pour Roma, j'ai préparé à manger pour ma fille, ce qu'il fallait lui donner. Je suis partie et nous étions constamment en contact, en train d'échanger des messages. Il n'y avait rien qui aurait pu m'alerter. La seule chose, c'est qu'il y a eu un message étrange le matin. Ça a recommencé le matin. Du genre, en 12 ans, je viens seulement de comprendre quelle ordure tu es, ce à quoi, et j'en suis fière, je lui ai répondu. Il me semble que je lui ai écrit. Roma, tu seras toujours le père de Lagerta, je t'aime, tu feras toujours partie de ma vie. La seule chose qui m'a troublée, c'est qu'il y avait une phrase où je lui disais « Bon, alors qu'est-ce que tu peux faire ?» ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, il m'a répondu « Tu sauras bientôt » avec un smiley, une parenthèse. Ça sonnait vraiment très étrange, sinistre même. Pendant environ 20 minutes, je ne lui ai pas répondu, et voilà, comme je comprends, c'est pendant ces 20 minutes, mon téléphone était posé quelque part à côté, que c'est arrivé. Je ne suis pas entrée dans les détails, comment ni quoi. J'ai vu l'appartement ensuite et peu importe l'ordre dans lequel il a agi. Il devait s'occuper de 2 enfants, le chien et l'enfant, à nourrir, changer et sortir. Et voilà ce qu'il a fait. Beaucoup de rapports parlent du 20e étage, mais en réalité c'était le 10e, car il avait préparé les enfants pour sortir. Reva était toujours en bas de la poussette chez nous. Plus tard, quelqu'un me montre un téléphone. « C'est votre poussette ?» Ils l'ont retrouvé au 10e étage, où ils ont aussi trouvé la même bouteille avec ses empreintes. Il est donc sorti avec l'enfant et la bouteille, en la finissant. Pour cette foutue seconde, à ce moment-là, il l'a jetée en bas. J'y ai beaucoup pensé et pour cette seconde, j'aurais tout donné. Juste passer 1 seconde de plus avec elle, il l'a vue tomber. Que dire de plus? Tout le reste disparaît. Peu importe l'ordre ou ce qui s'est passé, cela n'a aucune importance pour moi. Les premiers à appeler étaient la police, vous savez? Je dis « Oui, je sais, que se passe-t-il ?»« Rien », ils ont raccroché. « Je vous rappelle, je ne sais rien, il fallait juste vous trouver, je ne comprends pas. » Je me demande s'il veut me retirer la garde. Il m'a dit « Si tu me quittes, je prendrai l'enfant. J'ai un avocat, de l'argent, qui es-tu ?» La propriétaire de l'appartement a appelé, disant qu'un article parlait d'un homme s'étant jeté par la fenêtre avec un chien dans cet appartement en location. Je ne comprends pas. Il faut que tu restes. Tu étouffes. Prends l'avion. Il reste un espoir de tout changer, sauver, et tu pars chercher ton enfant. J'arrive, il y a des journalistes, une ambulance, un ruban, des gens. Je cours, je vois les jambes de Romina sous une couverture. Je vois mon chien qui est allongé sur le côté gauche et je vois l'enfant. Enfin, je ne vois pas l'enfant, mais je comprends que c'est mon enfant. Au milieu de la route, je commence à crier, à hurler, on ne me laisse pas approcher. Je voulais aller vers mon enfant, bien sûr, je demandais d'abord si mon enfant était en vie, c'est-à-dire que les médecins de l'ambulance me retenaient, et j'arrachais littéralement mes cheveux, comme je l'ai appris plus tard. Tout le monde était silencieux et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Ensuite, les enquêteurs sont arrivés et m'ont emmené au commissariat, j'y suis restée. Ils m'ont emmené à 11h du matin et je n'en suis sortie qu'à 8h du soir. Là-bas, je suis restée allongée par terre. Je peux seulement dire que ce jour-là, moi aussi, je suis morte. Bien sûr, je repense à chaque seconde, à ce que j'aurais pu faire pour changer les choses. Ce sentiment de culpabilité te ronge de l'intérieur, il te détruit et on ne s'en débarrasse jamais. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir laissé ma fille avec lui. J'ai tout essayé, messages, cris, hurlements, coups. Si seulement j'avais réagi autrement ou quitté quand j'en avais envie. Je me déteste de ne pas avoir protégé ma fille. Quelle mère suis-je après ça ?
Je ne peux pas y échapper. Je vais dire quelque chose de banal. Il ne buvait pas plus que les autres. Jusqu'au résultat de l'expertise, je me demandais toujours ce qui lui était arrivé, sous quelle influence, ce qui s'était passé. En fait, on m'a juste dit 2,4, 2,6, je ne me souviens plus, grammes d'alcool par litre de sang. Je pouvais imaginer qu'il pouvait me faire quelque chose. C'était la psychologie, les cris, les disputes. Mais il ne quittait jamais la fille. Il lui coupait toujours les ongles, même quand elle dormait. J'avais peur. Des câlins, des blagues, de petites chansons sur elle, sans cesse. Il dansait avec elle. Aussi abstrait et horrible que cela semble, j'ai l'impression qu'il regrettait de ne pas être la mère. Je me demande souvent si c'était prémédité, impulsif ou pour me prouver quelque chose. Mais en analysant cela, il fallait beaucoup de temps pour brûler tous les vêtements là-bas et tout organiser. Mais le fait que la personne agissait consciemment, eh bien, sous l'emprise de l'alcool ou non, consciemment ou non, sous l'emprise de l'alcool. Bon, d'accord, tu as jeté le chien, enfin ce n'est pas d'accord, mais oui, tu as jeté le chien, tu as vu ça, et tu regardes ton enfant. Sérieusement, attends, tue-moi. Ce dont j'ai le plus parlé, c'est que je suis une telle ordure, d'accord. Tue-moi, ne touche pas à l'enfant, vis avec elle, Seigneur. Oui, je lui aurais donné l'enfant. Enfin, j'aurais juste regardé de côté. Tout ce qu'il veut, tous les droits, je n'ai besoin de rien. Les funérailles ont eu lieu machinalement. Au réveil, après quelques heures, ma mère et ma tante étaient là. Je ne comprenais rien, tout semblait irréel. Puis ma tante dit qu'il faut acheter une petite robe blanche. J'ai crié sans savoir pourquoi, couru dans la chambre et enfoui mon visage dans l'oreiller en pleurant. C'étaient des sons inhumains, un choc impossible à gérer, trop d'émotions. Tu réalises que tu dois acheter une robe pour ta fille. Mais le plus dur, c'est la morgue. Quand on m'a dit qu'on ne me rendrait pas ma fille et qu'il n'y avait rien pour l'habiller là-bas. Un mois après, la stèle était là comme je le souhaitais, avec un petit cœur. Je montrais son portrait à mes amis, leur envoyant des photos et disant que je ne resterais pas longtemps. Cette photo-là, nous serons toutes les deux sur cette stèle. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas quand il a été enterré, je ne sais pas, il ne m'a pas appelé, personne de sa famille ne m'a appelé. À ce moment-là, j'avais envie de tout déchirer, tout ce qui le concernait, de tuer, de mettre en pièces, je ne sais pas, de faire n'importe quoi. De quel droit il avait fait ça ? 9 mois, c'est une partie de moi, mon corps. Chaque acide désoxyribonucléique, elle me ressemble. C'est mon portrait craché, ma fille. Chaque centimètre, chaque doigt, c'est à moi. Qui a permis de prendre ce qui m'appartient ? Une vie, 12 ans et encore ici. Pourquoi ? Qui a eu ce droit ? Je ne parle même pas du meurtre. Pourquoi ? Comment comprendre ça ? Donc, comment il a été enterré, ce qu'ils ont fait pour son enterrement, je n'en ai aucune idée. Au début, bien sûr, on ne me laissait pas seule une seconde, parce qu'on comprenait ce que je pouvais faire. Quand j'étais au commissariat pour témoigner, je parlais d'une voix posée, à peu près aussi neutre, je regardais par la fenêtre, je me disais, bon, ici c'est le 3e étage. Je n'avais plus envie de vivre, je ne pensais qu'à comment arrêter la souffrance. On ne m'a pas laissé faire. Il surveillait, il me contrôlait, mon ami, ma mère, le jour. Je ne pouvais pas dormir dans ma chambre, parce que c'est là que nous vivions avec Roma. Au début, je criais juste, je pleurais, je m'évanouissais pendant 1 heure, puis je me réveillais comme un zombie. Ensuite, on m'a prescrit des médicaments, ce qui m'a permis de me coucher à 9 heures du soir, et tu restes juste allongé dans le lit, tu restes et tu pleures. Tu restes et tu pleures. Tu n'as pas la force de te lever, rien, tu fais que rester là. Ma mère partait, elle a commencé à partir travailler, j'avais peur d'être seule, je voulais être avec ma mère. Je restais allongée seule dans la cuisine, regardant par la fenêtre des mères avec Poussette. Je criais, pleurais, étouffais, espérant que tout s'arrête. J'avais l'impression que ma fille et Roma étaient là. Je leur parlais, pleurais, me levais, rampais. Ça se passait dans cet appartement. C'était un appartement en location, tout était couvert de suie là-bas. Quand j'y suis entrée avec mon ami a dit cette phrase, « Cet appartement est tellement imprégné de haine ». Les lits d'enfants et la petite chaise blanche étaient couverts de suie. Tout était noir. Il n'y avait que mes affaires. J'ai pris tout ce qui appartenait à l'enfant. Tout de suite. L'appartement était scellé. Je tremblais en pensant au lit de mon enfant resté dans le noir. J'avais envie de le nettoyer à fond. C'est une image très effrayante. Sa petite chaise, les fenêtres ouvertes, tout est recouvert de suie. Le vent agite le rideau, mais la chaise reste là. C'est cette petite chaise, celle qui était seule au milieu du salon, ensuite couverte de suie.
Je m'allongeais sur ses affaires, je criais, je pleurais dedans. Finalement, j'ai compris qu'il était difficile de les garder, mais aussi difficile de ne pas les garder. J'ai gardé ses objets préférés, le reste est à la maison de la miséricorde. Ses affaires sont aussi ici, près des miennes, car au fond, nous ne faisons qu'un. Elles sont dans le coin, recouvertes d'une couverture, je sais qu'elles sont là. Quand je me sens assez forte, je peux les toucher, sinon elles restent là, je ne peux pas les toucher. Je les vois quand j'ouvre l'armoire, quand je prends quelque chose, elles sont dans un coin. Il me semble que je ne les sortirai que pour rester avec elles pour toujours. Je ne sais pas. Je vais les manger, les coller sur moi, les découper sur moi, les attacher à moi avec une agrafeuse, m'envelopper dedans. Eh bien, comme j'en ai entendu parler, oui, on m'a accusé, je pouvais sortir, ramper dehors, pointer le bout de mon nez, je ne le dirai pas autrement. Aller jusqu'au magasin, je ne sais pas, et rencontrer quelqu'un du quartier que je ne connais pas du tout, avec qui je n'ai jamais parlé, qui me dit « Oh, les amis de Roma étaient là hier ». Voilà, tout le monde dit que c'est toi qui l'as poussé à bout. Je l'ai poussé à bout et pourtant on m'a dit 200 fois que je n'étais pas coupable, de tous les côtés. Je restais là, je me disais, comment j'ai pu le pousser à bout? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à ça? Chaque personne fait ses propres choix. Qu'ai-je fait? Attaché, frappé, je ne sais pas. Tue-moi. J'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Ma psychothérapeute m'a donné le numéro d'une autre psychothérapeute qui avait elle aussi perdu un enfant. Et bon, comment élargir ça, ce n'était pas clair. Mais la seule chose qui me soulageait un peu, c'était de vraiment comprendre qu'il fallait de l'aide. Je ne veux vraiment pas que quelqu'un souffre autant que moi pendant ces 9 mois. Si je peux ne serait-ce qu'aider à alléger la douleur d'1%, je suis prête à tout pour ça. Il faut se distraire. Je comprends, je me base sur ma propre douleur, sur mes propres sentiments. Au fond, tout le monde ressent la même chose, peu importe la raison du départ. Social Weekend est un concours de projets sociaux majeurs en Biélorussie. J'ai soumis une candidature sans me souvenir comment, ni dans quel état, ni même du texte écrit. Le projet Survivre, dont le nom m'est venu spontanément, vise à aider les parents ayant perdu leurs enfants et les proches de personnes décédées par suicide. Et les femmes dans des relations abusives. On t'entre sous la peau, tu es choisi, tu ne peux plus fuir. Ils savaient toujours quoi dire, quoi faire pour m'humilier ou me faire plaisir. Je pardonnais tout. Mais il m'aime, il était comme ça. Il faut que les femmes se respectent, quittant ces relations. N'ayons pas peur, n'écoutant pas la société ni le mari ou le père. Qu'elles partent et croient en elles, même avec un enfant ou un chien. Des opportunités et des moyens apparaîtront, il faut se respecter et chaque femme a de l'intuition. Je croyais ne pas en avoir, mais elle était là. Je savais que je devais quitter cette personne, je l'ai ressenti plusieurs fois. Ma fille serait vivante, je n'ai pas réussi, je ne m'en suis pas sortie. Je suis là dans ce que je fais, mais en tant que personne, je n'existe plus vraiment. Je ne peux pas dire quel fut le moment le plus fort, le modèle. Le jour de la douleur, le moment de la douleur, c'est tout, c'est l'enfer, tout fait mal, je ne veux pas accepter. Tous les psychologues disent d'accepter que ma fille n'est plus là. Non, ma fille existe dans un univers parallèle. Je ne sais pas, je ne veux pas imaginer qu'elle n'existe pas. C'est comme si on m'avait arraché de l'intérieur, ce n'est pas comme si on m'avait coupé un bras ou une jambe, c'est comme si on m'avait retiré toutes les entrailles, mais pour une raison quelconque, il reste une sorte de coquille, et pour une raison quelconque, tu dois continuer à fonctionner. Pourquoi c'est incompréhensible? Hélas, Malaguerta ne m'est jamais apparue en rêve, malgré mes supplications. C'est surtout dans les flashbacks et le subconscient. Donc j'allais chaque nuit vers le berceau pour nourrir mon enfant. Mais quelque chose clochait, même en rêve. Je l'ai cherché 1 ou 2 fois, pensant que c'était une blague, qu'on l'avait emmenée. Mais il n'y a pas vraiment de rêve. J'aimerais dormir pour être avec elle, même en rêve. Je vis pour ce projet, je m'y suis entièrement investie. Il est apparu, j'ai souri, j'ai agi, découvrant le soutien de nombreuses personnes. J'ai compris qu'une armée de femmes, ayant surmonté ce problème, est avec moi et croit en moi. Je ne peux pas les décevoir. Être une mère à qui on a tué l'enfant, c'est pour une raison ou une autre survivre. J'essaie de vivre, malgré le fait que parfois je n'ai pas envie de vivre, de trouver en moi la force de rendre ce monde un peu meilleur et de laisser une trace après moi.